ce qui apparaît là, très clairement, c'est un peu plus compliqué à voir en noir et blanc, là, hein, sur la carte elle-même. Mais on va le revoir. Hein. Alors, voilà, l'hôtel de Beïri, l'hôtel qui était mairie de Tarbes, je vous en ai parlé. Et ici, il apparaît encore sur cette photo, donc juste à la construction de l'hôtel de ville. Alors ça, vous le trouverez dans le bouquin qui circule là. Hein. Bon, allez, tout ça on l'a vu. Voilà. Alors, l'évolution des fonctions urbaines, hein, on en était là. Donc, ce qu'on avait dit, c'est la faiblesse des implantations industrielles, à part une papeterie, qui est une filiale d'une papeterie de Sousse. Hein. Par contre, un artisanat assez actif. Peut-être que j'ai pas assez insisté, mais on a très peu de documents, et très peu d'études plutôt, sur le développement de l'artisanat du cuir, notamment. On en reparlera. Et puis, on en était au renforcement des fonctions de marché. Alors, c'est pour ça que je vous ai remis la carte de Cassini, là, parce que qu'est-ce qu'explique le renforcement des fonctions de marché? Eh bien, c'est d'abord l'augmentation de la population. Si vous avez une population plus importante, vous avez les besoins de la population qui ont augmenté. Donc le marché voit son activité progresser aussi automatiquement. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vraiment, et là on le voit bien, Tarbes est au centre d'une étoile de communication. Alors c'est vrai pour le réseau routier d'abord, hein, vous le voyez ici, ça s'échelonne, toutes ces routes sont construites à peu près dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Hein. Donc, les communications sont beaucoup plus faciles hein, et avec l'arrière-pays. Simplement, je vous ai dit qu'il n'était pas sûr que ces routes soient complètement achevées. Mais bon, il y a une route qui est tracée, on n'a pas fait le pont encore qui traverse ou les Chaises ou la Dour ou un autre ruisseau. Vous voyez, les ouvrages d'art notamment sont en retard. Hein. Mais bon, malgré ça, il y a eu une amélioration certaine des communications. Vous voyez. Donc ça c'est un deuxième facteur tout aussi important pour expliquer le renforcement des fonctions de marché. Et puis, alors, une chose, alors ici, il y a aussi quelque chose qui explique quand même les activités de Tarbes, notamment les activités artisanales, c'est la facilité d'installer des moulins sur les canaux de Tarbes. Hein. Ça, c'est une grande facilité. On a une énergie bon marché, parce qu'il faut entretenir quand même les canaux, le bief du moulin, etc., les roues. Mais une énergie bon marché à une époque où on commence à découvrir, donc du côté de l'Angleterre, hein, on commence à découvrir la houille et son utilisation, hein, le charbon. Hein. Donc à Tarbes on n'a pas ça, mais on a de l'eau, on a des canaux et on a des moulins.
Malheureusement, il y a quand même un inconvénient que je vous ai, je crois, déjà signalé la dernière fois, c'est que il n'y a absolument aucun barrage, hein, sauf le petit barrage du moulin lui-même, bien sûr, hein, mais il n'y a pas de grand barrage pour réguler le cours de ces canaux, de ces rivières. Donc il y a un étiage très bas et qui oblige les moulins à chômer pendant une partie de l'année, notamment l'été. Ça peut être en plein hiver aussi. Par conséquent, c'est un inconvénient qui ne sera, je vous l'ai dit déjà, résolu, enfin, qu'on aura tenté de résoudre plutôt vers les années 1830 surtout, hein. Donc le demi-siècle suivant, hein, on aura tenté de le résoudre, mais on n'aura pas forcément réussi, hein, pour tout. Donc autrement, la papeterie se situait donc tout à fait au sud de Tarbes. Vous voyez, dans ce qui correspond un peu au quartier de l'Ormeau actuellement, mais plutôt plus près de la place Perret, elle s'appelle, je crois. Bon, et ensuite, pour finir, simplement, dans les activités de Tarbes, il faut dire qu'il y a quand même une activité agricole toujours très importante, hein. Il semblerait qu'on ait encore un quart au moins des actifs de la ville qui travaillent dans et pour l'agriculture. Alors, malgré tout, Jean-François Soulet avait fait des sondages parmi les baptisés et enfin parmi les actes d'état civil, pardon, plutôt, et parmi les actes de mortalité, de natalité, à travers les professions des témoins, hein, bien sûr, hein, vous voyez. Et donc, il y a quand même une baisse en pourcentage, hein, du nombre d'actifs au XVIIIe siècle qui travaillent dans l'agriculture. Alors, ce que on a détecté aussi, c'est que les terres labourables sont occupées à moitié par le maïs à la fin du siècle. Donc ça, vraiment, c'est un changement très important. On a signalé l'importance du maïs pour la nourriture humaine. C'est ça qu'il faut comprendre, bien sûr. Et même si le maïs n'est pas panifiable en lui-même, il faut le mélanger avec beaucoup de blé, par exemple, pour arriver à le panifier. On le mange sous forme de pâte qui doit caler l'estomac quand même. Et alors, il y a toujours eu un problème à Tarbes depuis le Moyen-Âge, et ça n'a pas changé. Ce problème, c'est qu'on n'a pas de terrain vacant pour ce qu'on appelle la veine pâture. C'est-à-dire pour faire pâturer les troupeaux tarbais, on n'a pas assez de terre. Et la ville recrute 3 bergers, 3 employés, 3 vachers communs pour surveiller les troupeaux et les amener paître tous les jours. Mais ils se plaignent qu'à Tarbes, les vacants, il y a 100 et quelques hectares de vacants, mais ce sont surtout les bords de la Dour, c'est-à-dire des parties en gravier ou en cailloux, et pas du tout des pâturages. Et ça date depuis le Moyen-Âge, je vous le disais, et il y a eu des conflits, par exemple, avec Quibos, des conflits avec Orléans, à qui Orléans et Tarbes se disputaient les berges d'Adour, par exemple.
Et alors le fait caractéristique qui caractérise pas Tarbes à lui-même, mais toute la plaine de Tarbes, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une épizootie, une maladie du bétail, une épidémie du bétail très très grave en 1774 et 1776. Et alors, il semblerait que le troupeau tarbais, on a quelques chiffres par-ci par-là, le troupeau tarbais a diminué de moitié, pour vous dire. Mais il y avait quand même sur Tarbes, sur la ville elle-même, 425 porcs. Vous voyez, rien qu'à Tarbes. 547 moutons. Et près de 200 chevaux. C'est vous dire que ce n'est pas rien. Hein. Et tant qu'on en sera, par exemple, à la traction hippomobile, hein, eh bien, le nombre de chevaux et de tout ce que nécessite l'élevage des chevaux, hein, les écuries, le fourrage, etc., ça reste un problème tarbais. Hein. Tout à fait. Il n'y avait pas de bovins. Il n'y avait pas de bovins. Il n'y avait pas de bovins? Si, il y avait des bovins, oui, il y avait des bovins aussi. Oui. Il n'y avait plus que 300 et quelques têtes de bovins après l'épizootie. Il y en avait 600 avant, vous voyez, grosso modo, oui. Surtout, la nouveauté, là, ça va être l'installation de ce qu'on appelle improprement les haras, parce qu'au départ, il ne faudrait pas l'appeler les haras, mais simplement un dépôt d'étalons. Dépôt d'étalons, c'est-à-dire que les étalons royaux, qui sont d'une race bien déterminée pour la cavalerie, vous voyez, pour l'armée, pour la remonte de l'armée, ce qu'on appelle la remonte de l'armée, c'est-à-dire que la cavalerie, elle a besoin de changer ses chevaux régulièrement, vous voyez, et ça va être une des richesses tarbaises. Donc ce dépôt d'étalons est installé il y avait 14 étalons royaux, vous voyez, au départ à peu près. Mais ces étalons, ils ne restent pas sur place pour faire les saillies, ils font des tournées. Et des tournées jusque la Haute-Garonne, le Gers, vous voyez, les départements voisins, les Pyrénées-Atlantiques, etc. Du moins la bordure des Pyrénées-Atlantiques. Alors évidemment, tous ces changements, parce qu'il y a eu changement, hein, ça entraîne des modifications sociales. C'est ça que nous allons voir maintenant. Et de nouvelles revendications en même temps. Hein. Alors, le temps de changer. Donc, voilà. Je vous ai dit, il y a des changements à Tarbes, et on va passer en revue ces changements et les nouvelles aspirations des différents groupes sociaux, avec d'abord le monde des notables, puis le monde des artisans, et puis le peuple, les travailleurs et les misérables, hein, qui forment justement une partie de plus en plus importante là au XVIIIe siècle. Hein. Alors, c'est d'abord les ecclésiastiques. Les ecclésiastiques parce que c'est le premier ordre de la nation.
C'est pas la noblesse, c'est le clergé qui est le premier ordre de la nation. Et voilà ici la représentation du curé d'Esparros, si vous voulez, de la baronnie d'Esparros. Alors là, vous avez une tache sur sa soutane parce que simplement c'est l'encre qui a détruit le papier là. Vous voyez, il a détruit le papier, ce qui fait qu'on voit le N des inscriptions qui sont dessous. Alors vous voyez qu'il tient un bréviaire à la main, là, ce qui est normal à peu près. Vous voyez qu'il est bien mis, il a fière allure malgré tout, et il est comme dans un décor de théâtre. Voilà, mais on ne sait pas très bien si c'est quelque chose que le scribe a vu ou si c'est simplement une représentation, si vous voulez. C'est-à-dire que le curé, dans son église, il prêche aussi, alors il fait un peu du théâtre en quelque sorte. Alors, pour représenter l'ecclésiastique, ici, vous avez un marchand qui fait une transaction avec un capucin. C'est un capucin de Médouce, à côté de Bagnères. Mais ces capucins de Médouce, après le tremblement de terre qui avait détruit en grande partie leur couvent, ils se sont finalement, ils ont été transférés à Tarbes. Donc ce sont des Tarbais. Et par contre, le marchand, c'est ce qu'on appelle, il a une tenue spéciale, vous voyez, c'est un buraillre, un marchand de beurre d'Aussun. Les burailleurs d'Aussun étaient très réputés, marchands de beurre, de fromage, mais aussi rouliers. C'est-à-dire qu'ils trafiquaient beaucoup de choses, ils transportaient beaucoup de choses. Ils étaient très connus. Alors voilà, la vieille noblesse d'épée. Alors vous avez des habits, évidemment, ce ne sont pas sans doute ceux qu'il met tous les jours quand même, on peut penser. Alors le baron, c'est un baron quand même, mais il a donc la baronnie d'Esparros comprend plusieurs villages là, la Borde, etc. Est-ce que toutes ces gravures sont dans le terrier de... Tout à fait. Tout à fait. Il a même un château. Il a des privilèges. Un des privilèges, c'est d'avoir ce qui semble être là tout à fait à droite, un pigeonnier. Signe extérieur donc de sa noblesse très ancienne. Donc, ô puissant Seigneur Messire Bernard de Cardeillac, qui a un château. Et dans ce château, vous voyez, c'est sans doute le château La Bastide. La Bastide fait partie de la baronnie d'Esparros. Vous avez une tour crénelée qui date du Moyen-Âge. Et c'est souvent le cas, vous voyez. Le château du Moyen-Âge a en partie disparu, mais il en reste quelques vestiges parfois, comme ici. Et là, ça se situe où ? Sans doute la Bastide, parce qu'il y a l'emplacement d'un vieux château où il ne reste plus rien, vous verrez rien, sauf l'emplacement. Mais enfin, il y avait aussi le castet d'Esparros, où probablement il y avait aussi un château. Oui. Mais ça, il y avait, faut bien vous dire qu'en plaine au moins, et à la périphérie, il y avait un château par commune à peu près. C'est-à-dire on a des toutes petites seigneuries ici, au Moyen-Âge, n'oubliez pas.
Alors tout ça c'est des illustrations, comme je le disais à l'instant, des terriers d'Esparros et de Sadournin. Vous avez ça sur internet, tapez terrier d'Esparros et de Sadournin. Si vous voulez revoir ces images, tapez en même temps société, parce qu'il y a 3 séries que j'avais faites, hein, et ça c'est la société rurale. Non, c'est ça. Alors, un de mes bons amis, qui n'avait pas regardé d'assez près, il m'a dit c'est des seigneurs. Il a écrit même c'est des seigneurs. C'est les représentants de la noblesse. En fait, non, c'est les représentants donc, de la bourgeoisie. Sans doute en tenue de fête quand même. Hein. Et vous voyez que la dame a un éventail, elle a l'air de s'en servir comme d'une arme, là peut-être. On dirait une hache. Alors, ces bourgeois, ceux-là en particulier, sont des, comment dirais-je, des propriétaires, disons, aisés. Ils possèdent, donc pour l'époque, c'est beaucoup, à Sadournin, hein, 10-15 hectares, vous voyez. De nos jours, c'est pas viable, ou presque pas, mais à l'époque, ça l'était. C'était comme ça. Alors, vous voyez qu'il a été mangé en grande partie. Alors, c'est le type même de bourgeois. Un avocat. Alors, je crois qu'il est avocat royal. C'est-à-dire qu'il va siéger dans certaines cours d'importance assez élevée. Alors pareil, il est aisé, puisque ces dessins sont faits à côté de l'emplacement, de la description des biens de chaque propriétaire. Hein. Et ici, vous avez le notaire. Mais le notaire, personnage capital. Hein. Attention, hein. On se sert beaucoup du notaire en ville comme à la campagne. Hein. Tous les actes importants de la vie courante passent devant le notaire. Et là, d'ailleurs, regardez l'attitude de la personne qui vient lui parler, et le chapeau bien bas, l'attitude soumise, et lui un peu hiératique, là. Hein. Et enfin, le dernier n'est pas caractéristique, hein, pour parler des notables, mais enfin, vous avez le notable, celui-là par exemple, hein, il semble regarder pousser ses plantations, et c'est un propriétaire, on va dire, mais un propriétaire aisé. Alors il n'est pas avocat, il n'est pas notaire, il est simplement, il vit de ses rentes, on dira plus fréquemment au XIXe siècle, rentier, quoi. Mais il fait partie de la bourgeoisie. Alors, si on récapitule un petit peu, on a commencé par les ecclésiastiques. Hein. Eh bien, les ecclésiastiques à Tarbes, ils sont extrêmement nombreux. C'est peut-être le moment d'ailleurs où ils sont le plus nombreux de toute la partie historique que l'on peut connaître un peu. Rendez-vous compte, l'évêché de Tarbes est un petit évêché, aussi crotté, ou plus crotté même que celui dont a hérité Richelieu, puisqu'on disait qu'il avait hérité, enfin qu'il avait eu un évêché des plus crottés.
on disait. Donc, le clergé séculier, c'est d'abord le chapitre des chanoines à Tarbes. Alors, il y a d'abord 14 chanoines. Je vous rappelle que les chanoines, ce sont des auxiliaires de l'évêque, si vous voulez, pour rendre les cérémonies plus somptueuses, pour qu'il y ait davantage de pompe, d'éclat. Il y a aussi, au chapitre, 8 archidiacres, 4 chargés d'office, les chargés d'office, c'est le chantre, par exemple le sacristain, le camérier, l'infirmier. Il y a 12 prébandés. La prébande, c'est un bénéfice ecclésiastique, donc. Il y a 16 chapelains, un diacre et un sous-diacre. Alors ça nous fait combien ça? Ça nous fait une trentaine de personnes, juste pour la cathédrale de Tarbes. Au séminaire, on a vu la construction du séminaire, hein. Au séminaire, il y a 5 professeurs. Et ils ont environ une trentaine d'élèves, 30 futurs prêtres, autrement dit. Ensuite, vous avez l'évêque. L'évêque, par rapport au chapitre, évidemment, c'est rien ce qu'il a. Il a 5 vicaires généraux et un secrétaire. Donc, ces gens-là, d'une manière générale, sont des gens qui vivent dans l'aisance. Tous ne sont pas riches, mais certains le sont quand même. Hein. Mais ils vivent dans l'aisance. Ils possèdent beaucoup de terres à Tarbes. Hein. Ils ne les cultivent pas directement, mais ils les font cultiver, bien sûr. Hein. Et l'un de ces ecclésiastiques va être même très connu à l'échelle de la France, c'est Pierre Anastase Tornet. Tornet, l'abbé Tornet, alors qui va prêcher le carême à la cour à Versailles. Rendez-vous compte du peu, hein. Et ensuite, c'est un ecclésiastique qui va traverser la Révolution. Il y en a quelques-uns comme ça, qui ont su traverser la Révolution, parce qu'il va devenir évêque révolutionnaire. Vous savez, on en reparlera, mais évêque constitutionnel, on disait. C'est-à-dire qu'il a approuvé la constitution civile du clergé, et la nouvelle religion, autrement dit, si je m'exprime plus simplement, hein, et que par conséquent, il va traverser tous les régimes et on va le retrouver sous la Restauration. Hein. Donc, vous voyez, il y a pléthore de clergés réguliers, de clergé, pardon, séculier, c'est-à-dire qui vit dans le siècle, hein, c'est ça hein, que ça veut dire. Et puis, à côté de ça, le clergé régulier, on a vu le capucin comme exemple tout à l'heure, hein. Alors, le clergé régulier, c'est pas du tout la même chose. Hein. Les effectifs ne cessent de décroître tout au long du siècle. Ça veut dire que les vocations déclinent aussi, hein, en même temps. Hein. Par exemple, en 1789, les cordeliers, dont on a parlé depuis le Moyen-Âge, là, hein, à l'emplacement actuel de l'hôtel moderne, de la place de Verdun, un peu par là. Donc, 7 en 1789. Les Carmes, à Sainte-Thérèse, hein, l'église des Carmes, 5 Carmes. Les Capucins, 3 à 6.
Donc, il y a un rapport qui dit qu'ils n'ont qu'une seule fonction que leur reconnaissent les Tarbais, c'est celle de faire des messes faciles d'accès, quoi, en quelque sorte, avec des horaires différents, des lieux différents, etc. Voilà, c'est tout. Donc, voilà pour les ecclésiastiques. En ce qui concerne la bourgeoisie, pardon, la noblesse d'abord. La noblesse d'épée, on a vu le baron de Cardaillac. Hein. Alors, oui. Pardon, pour la religion, ça veut dire que l'impact de la religion a cessé de reculer jusqu'à nos jours ou il y a eu d'autres périodes? Oui, c'est un an de scie. Hein. Un an de scie. Donc, la noblesse d'épée, on va passer assez rapidement parce que je vous donnerai les noms tout à l'heure. Hein, mais il y a quelques nobles à Tarbes parce qu'on y vient pour paraître. C'est tout ça, c'est un verbe absolument essentiel pour décrire donc la mentalité au XVIIIe siècle. Pas seulement celle de la noblesse ancienne, hein, mais la bourgeoisie aussi, hein, on le verra. Paraître, c'est aussi important que être. Être et paraître. Voilà les deux choses capitales. Alors vous avez par exemple le marquis de la Loubère, qui est un de Castelnau, qui est installé à Tarbes, vous voyez. Vous avez le marquis de Franlieu, Lascazère, Agedé, ce coin-là. C'est quelqu'un de très connu, aussi très important, un ancien militaire là, hein, qui a laissé ses mémoires d'ailleurs. Je vous en reparlerai. Donc le marquis de Franlieu possède plusieurs maisons à Tarbes. Il en vend une quand même pour près de 40 000 livres, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. C'est une somme considérable. Hein. Donc, on y reviendra après. Mais c'est surtout après ce qu'on appelle la noblesse de robe. Autrement dit, le haut de la bourgeoisie. Quelle est la différence entre la noblesse d'épée et la noblesse de robe? La noblesse de robe, justement, je vous explique, c'est qu'ils ont acquis leur noblesse. Parfois c'est automatique. Si vous êtes procureur du roi, parce que vous avez fait des études, hein, quand même, hein, vous avez fait des études de droit. Hein. Donc si vous êtes procureur du roi à Toulouse, par exemple, hein, ça vous confère la noblesse si vous êtes nommé là. Hein. Automatiquement. Mais on va le voir, il y a d'autres moyens, justement, d'acquérir la noblesse pour la bourgeoisie. Hein. Alors, ici à Tarbes, la noblesse de robe, ce sont tous les gens qui travaillent, qui exercent un office, hein, une fonction qu'on appelle un office parce que c'est quelque chose qui s'achète et qui se vend. Et ils ont un office auprès du sénéchal. Les juges, par exemple, vous voyez, le trésorier, enfin bon, il y a un certain nombre de fonctions comme ça. Par exemple, le juge mage, hein, le juge majeur, le premier juge de la sénéchaussée s'appelle à une époque Pugeot de la Fitole.
Et quand il a vendu sa charge, il l'a vendue pour 40 000 livres. Une somme tout à fait considérable. Quand vous pensez qu'une seigneurie, ça coûte, une seigneurie avec les terres, etc., 60 000 livres. Donc c'est des sommes fabuleuses. Hein. Elles ne sont pas à la portée du premier venu, bien sûr. Cette famille de Lafitol a continué Oui, bien sûr. d'exister. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a tous les conseillers du procureur, du roi. Non, pardon, les conseillers et le procureur du roi plutôt. Alors là, ce sont des familles, certaines familles tarbaises qui se partagent la chose, les charges, si vous voulez, de ce type-là. C'est les coutures, ils s'appellent à l'époque, et les latelades. Alors, certaines, surtout à Tarbes, petite ville provinciale, donc certaines ne donnent pas la noblesse, mais donnent ce que Jean-François Soulet appelle une espèce de noblesse morale. Donc, même s'ils ne sont pas nobles, en réalité, ils se sentent nobles. Et pour ces bourgeois, ça représentait quand même le sommet des honneurs. Alors on va voir ça, mais toujours beaucoup de pompe. Il faut paraître. Voilà une des figures, c'est Jean Figarol, vous voyez, procureur du Sénéchal. Donc c'est extrait du livre que j'ai fait circuler là. Et alors, il devait avoir des terres au quartier Figarol. Ah oui, c'est tout à fait cette famille qui est à l'origine du nom Figarol à Tarbes. Bien sûr, bien sûr. Alors je ne vous en parle pas plus parce qu'il a toute une carrière évidemment assez longue de procureur. Vous voyez que ces gens-là, ils portent perruque. Et il porte une sorte de ce qu'on peut appeler une cravate, là, une redingote, vous voyez. Enfin bon, le paraître toujours très très important. Il aurait fait sa carrière rien que sur Tarbes ou il est allé ailleurs avant? Non, toute sa carrière à Tarbes, mais parce que en général ces gens-là, on va le voir aussi, ils ont fait des études, oui. C'est-à-dire qu'après le collège de Tarbes, ils sont partis, ce qu'on appellerait de nos jours, à la faculté. Et ils sont partis donc à Toulouse, ils sont partis à Bordeaux, à Montpellier, pour la médecine par exemple. Hein. Alors, regardez un peu ceci pour vous montrer la pompe de la chose. C'est pas Jean Figarol, c'en est un autre qui s'appelle Jean d'Angos. C'est le nouveau procureur du Sénéchal. Hein. Alors, et ça commence là le texte. Le lendemain, mardi 9e du courant, serait venu à mon hôtel pour nous présenter les 10 hommages et rendre à notre personne à la cour du Parlement
dont en ce moment nous avions l'honneur d'être le représentant et d'exercer l'autorité relativement à l'objet de notre commission, les devoirs qui lui sont dus. Alors, après ces préliminaires, le sieur comte d'Angos, pourvu de la charge de sénéchal de Bigorre en son habit de cérémonie de sénéchal, les officiers de la sénéchaussée en leurs habillements de palais, précédés de leurs huissiers en robe, la communauté des procureurs de la même sénéchaussée, pareillement en leurs habillements de palais, les officiers de la maîtrise des eaux et forêts au département de Tarbes, le maître particulier en son habit d'audience, et l'épée au côté, le lieutenant particulier et le greffier en chef en robe noire et bonnet carré, étant précédés d'un garde en bandoulière de la dite maîtrise. Le maire et consul de la susdite ville de Tarbes pour la municipalité d'Issel, revêtus de leurs robes consulaires et précédés des valets de ville avec leurs livrets. Le chapitre cathédral par le ministère de 2 chanoines députés, ils sont tellement nombreux, 2 chanoines députés en soutane et manteau long, précédé du bedeau du dit chapitre en son habillement de service en robe et portant la masse et baguette noire. Enfin, les supérieurs des maisons religieuses, cordeliers, carmes et capucins. Tout ça parce qu'on a un nouveau procureur du sénéchal. Et vous voyez que le sénéchal vient en premier reconnaître donc sa fonction en quelque sorte. Donc ça vous décrit des choses qu'on n'aurait pas cru possibles au niveau de la bourgeoisie, peut-être. Et il me semble que c'est ce qui est original dans cette attitude de la bourgeoisie tarbaise, de la bourgeoisie en France aussi, mais tarbaise parce que Tarbes est une petite ville. Alors il y a aussi des abus. Alors c'est le cas de Fornetz. Jacques-Augustin de Fornetz, maire de Tarbes en 1753-1765. Alors je vous signale que le maire à cette époque-là est nommé par le roi, mais sur une liste, on va dire, de plusieurs candidats. Mais c'est le roi qui choisit, c'est-à-dire l'intendant, à Auch. C'est-à-dire le subdélégué à Tarbes. Or, le sieur d'Angos, il est subdélégué, le sieur, de Fornetz, il est subdélégué. Subdélégué, ça veut dire représentant, simplement. Représentant, donc, de l'intendant à Tarbes. Depuis le début du XVIIe siècle, la famille Fornetz réside au Bourvieux. Ça, je ne vous l'ai pas dit encore. L'aristocratie tarbaise réside le plus souvent, quelques-uns à la Cède, mais la plupart résident au Bourvieux. C'est le quartier riche, quoi, en quelque sorte, le quartier des gens aisés. Quartier des gens de robe, les notables de Tarbes. Le père de Jacques-Augustin Arnaud de Fornetz, écuyer du roi et seigneur d'Auroy, ayant droit d'entrer aux États de Bigorre, incarne parfaitement la petite noblesse bigourdane. La lignée maternelle est bien plus prestigieuse. Madeleine est la sœur du comte de Castelbajac, baron de Barbazan. Jacques-Augustin aura une carrière à l'image de l'ambiance politique de l'époque. À Tarbes, alors là, les luttes politiques, les partis s'opposent et s'attaquent par pamphlets interposés. Il n'y a pas de presse encore. Fornetz déclenche une telle polémique qu'un mémoire anonyme est adressé au commissaire du roi. Tous les troubles de la Bigorre ont commencé vers l'année 1750 avec le règne de M. Fornetz en qualité de subdélégué de la montagne et de maire de Tarbes. C'est un homme intrigant à l'excès, essentiellement tracassier, hardi,
menteur, adroit à contourner les faits, ennemi implacable, pauvre, affamé d'argent, avide d'autorité, porté au despotisme, ne manquant pas d'esprit, mais sans autre talent que celui de l'intrigue. D'ailleurs, roturier bien reconnu, mais avide des prétentions récentes de la noblesse. Voyez, un portrait, évidemment. Alors, retenez simplement qu'il a été nommé une première fois, puis une lettre de cachet qui servait aussi à ça. Hein. C'est pas simplement pour enfermer les gens à la Bastille. Hein. Donc, la lettre de cachet qui le renomme maire, ainsi que les consuls, elle explique que c'est pour éviter les troubles à Tarbes. On renomme les mêmes. Hein. Deuxième renomination quelques années plus tard. Et puis, quand il n'est plus maire, il est nommé maire honoraire. Maire honoraire avec des privilèges tout à fait exorbitants qui font scandale parce que ça ne s'était jamais vu. Enfin bon. Un autre exemple, bien sûr, c'est celui de Bertrand Barrère jeune, qui fait partie donc de cette bourgeoisie là. Hein. C'est ce qu'on appelle la bourgeoisie de talent, celle qui a fait des études, quoi, autrement dit. Et alors là, vous avez la description un peu par Michel Taillefer, qui était un spécialiste de l'époque et en partie de Bertrand Barrère aussi. Donc, Barrère apparaît comme très représentatif de son milieu socio-culturel, c'est-à-dire de ces jeunes avocats trentenaires, imbus des idées nouvelles, mais soucieux de réussir leur carrière, qui commençait à se faire un nom au barreau et dans la bonne société de Toulouse. Sa solide culture classique, son culte de Montesquieu et de Rousseau, bien sûr, il faut en parler, ses idées libérales, son goût de la sociabilité intellectuelle, son engagement humanitaire en font par excellence un homme des Lumières provinciales, comme il en avait tant alors dans la bourgeoisie des talents des différentes villes du royaume. Alors, une chose pourtant le distinguait de ses confrères. Consacrant, selon ses propres dires, la moitié de chaque semaine à l'étude de la politique, il semble avoir été, de tous les avocats toulousains de sa génération, celui qui a poussé le plus loin la réflexion critique sur la société et les institutions de son temps, et plus particulièrement sur le droit civil et le fonctionnement de la justice criminelle. Bon, ça vous décrit un petit peu comment Barrère va pouvoir réussir, hein, partant d'un tout petit département, enfin d'une toute petite, on va dire, circonscription. À l'époque, ce n'était pas encore le département. Et il s'est fait un nom. En plus, ce qui n'est pas marqué là, c'est qu'il s'est distingué dans le domaine de la culture. Il participait aux Jeux floraux à Toulouse, des choses comme ça. Alors, si on résume un peu tout ça, le clergé séculier est très nombreux, alors je n'y reviens pas, hein, les chanoines, les archidiacres, les chargés d'office, les chapelains, les prébendés, etc. L'évêque n'est pas tellement bien pourvu finalement à côté. Le clergé régulier, alors diminution constante. Hein. Et encore, il y a des monastères
des couvents où il n'y a plus qu'un ou deux moines, hein, parfois. Hein. Pas ici, mais pas à Tarbes, mais ça peut arriver aussi. Hein. Alors, c'est pas étonnant que par la suite, quand on a manqué d'argent, le régime révolutionnaire ait confisqué les terres. Les terres du clergé régulier sont énormes et ils sont en très petit nombre. Vous voyez, et en même temps, les vocations ont diminué. Il n'y a plus de vocation pour si vous voulez, ce retrait de la société dans les monastères, etc. Enfin, beaucoup moins en tous les cas. Par contre, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, hein, il y a une stabilité chez les Ursulines qui accueillent toujours des filles, là, jusqu'à la Révolution. Hein. Elles sont toujours 20. Alors si on parle du deuxième ordre, la noblesse, alors là, elle est peu représentée à Tarbes, mais si elle y vient, c'est pour paraître. Hein. On est bien d'accord. Alors il y a de Castelnau, marquis de la Loubère, on y trouve Jean-Auguste d'Angos, fils du seigneur de Saint-Zorz, Burg et ce qu'on appelle Autre Place. Vous voyez, Jean-François de Meuns-Sarlabouze, fils aîné du marquis, famille prestigieuse aussi, les Franlieux, je vous en ai parlé, et vous avez même Charlotte de Durfort, qui est la fille du baron d'Astug, et qui va acheter l'hôtel, enfin l'ancien hôpital Saint-Blaise. On a déjà dit qu'on avait fermé Saint-Blaise au profit de l'hôtel, de l'hôpital de la Higuerotte. Hein. Alors l'aristocratie des officiers de la Sénéchaussée, vous avez quelques noms là aussi, Pujol de la Fitole, je vous l'ai cité, Lassus, Duboé, Lafont Mascaras, et puis la maîtrise des eaux et forêts, les Coutures, les Latelades essentiellement. Donc ce sont des dynasties qui se partagent les offices prestigieux. Et puis à un niveau un peu moins élevé, un peu inférieur, hein, vous avez les avocats, les notaires, les médecins. Alors vous avez des noms qui sont connus, hein, Barrère, d'Entrance, Marle, Maille, Laïrle, Carle, Dacieux. Par contre, il y en a deux qu'il faut signaler, c'est pour ça que je vous ai signalé tout à l'heure l'activité du cuir. Jean-François Frances et Guillaume Benquès appartiennent à ce groupe, mais ce sont des marchands. C'est assez rare pour le signaler, qui ont fait fortune dans le commerce des cuirs. Donc ils se caractérisent quand même par la richesse foncière d'abord. Hein. Ils achètent des terres, bien entendu. Et puis leur désir de parvenir au fait des honneurs, comme on dit. Et on peut passer donc aux aspirations, à l'idéal du notable provincial. Première chose, l'instruction. Donc les parents, c'est pour ça, si vous voulez, que les parents veulent un collège qui soit réputé, qui soit bien formateur, hein, parce qu'il faut commencer par le collège à Tarbes et puis aller continuer ses études supérieures en droit ou en médecine. Je vous ai cité Toulouse, Bordeaux, Montpellier par exemple pour la médecine. Hein. Deuxième chose,
qu'on attend dans la vie, on attend tout de la succession. Donc facteur de réussite, la succession, bien sûr. Hein. Le mariage, troisième chose, le mariage, facteur d'ascension sociale. Donc Barère, qui est fils et petit-fils d'un notaire, il est allié à la noblesse bigourdane par sa mère, mais en plus il épouse une noble vicoise qui s'appelle Élisabeth de Monde. Le mariage ne sera apparemment pas très heureux. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour devenir noble et pour réussir, on peut acheter une seigneurie, ce qui coûte très cher. Par exemple, Benkès achète celle de Salzadour, 48 000 livres. Parce que la noblesse en général est assez pauvre, ruinée. La noblesse traditionnelle, hein, la noblesse des châteaux. Et Benkès, par exemple, que je vous ai cité tout à l'heure parce qu'il a fait fortune dans le cuir, dans le commerce du cuir, Benkès achète la seigneurie de Salzadour pour 48 000 livres. Alors non seulement la seigneurie, les terres, le château, mais aussi tous les droits afférents à la seigneurie. La seigneurie va lui conférer la noblesse. Quand justement cette opération se fait, cet achat, que devient le noble qui vend? Il garde son titre ben, le noble qui vend en général, c'est une grande famille qui a plusieurs seigneuries. Hein. Et dans ce cas-là, celui qui vend Salzadour, là, il se garde quand même une fonction prestigieuse, c'est que il représente la noblesse, et ça il ne l'a pas vendu, aux États de Bigorre. Il le garde. Ça vous montre qu'ils ne vendent pas tout quand même, mais enfin ils sont acculés. En général, s'ils n'ont pas pu marier la fille, s'il n'y a pas de fille à marier, pour commencer. Et puis il faut trouver le montant de la dot aussi pour marier la fille, c'est pas tout. Bon, autre manière, c'est les charges municipales qui sont très recherchées. Et je vous ai expliqué que si elles ne confèrent pas la noblesse, elles confèrent une espèce de noblesse fictive quand même, mais qui est très réelle dans la mentalité. Et puis, sixième chose, pour être noble, en quelque sorte, il faut paraître noble. Donc, vivre à part du commun, ça veut dire vivre dans un hôtel particulier, avec des aménagements, évidemment, qui ne sont pas du commun. Donc, une demeure qui va avoir une grande apparence de l'extérieur, une belle apparence, bien sûr. Hein. Et puis, il faut paraître. Donc dans de beaux habits, bien chamarrés, bien galonnés, vous voyez comment ils les faisaient à l'époque là. Hein. Alors il y a une nouveauté quand même à Tarbes là, et on en finit là, c'est que il y a une loge maçonnique, les francs-maçons, donc qui s'installent à Tarbes. La loge de la paix est créée à Tarbes en 1764. Et en 1781, dans cette loge, on a gardé les noms, il y avait par exemple 3 avocats, 7 officiers du sénéchal, le chantre de la cathédrale y était, l'imprimeur qui s'appelait Roque Morel, etc., etc. Et elle y est toujours, la loge maçonnique, ou à Tarbes? Elle existe toujours? Elle y est certainement, oui. Il y en a une toujours. Oui.
Mais je ne sais pas si on peut faire l'affiliation directe. Hein. Alors là, je ne sais pas. Hein. Oui, il me semble qu'elle y est toujours parce que elle a été ouverte lors de Journée du patrimoine, non? Me semble. Bon, vous vérifierez. Il y en a plusieurs, en plus. Il y en a plusieurs logements. Et il y en a peut-être plusieurs, oui. Voilà. Donc voilà l'ensemble de ces notables qui vont quand même être le ferment des idées nouvelles, de la révolution en quelque sorte. Hein. Même si après il y a le peuple qui va décider certaines choses par l'intermédiaire des sans-culottes, vous voyez, des choses comme ça. Bon, on en reparlera. Hein. Et bien, à la prochaine alors. Merci. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.